Bien, pendant qu'on essaye de régler la technique, alors quelques mots pour dire qui je suis et pour qui je travaille. Donc, je suis le directeur général de I4C, donc un think tank sur l'économie du changement climatique. Donc, donc I4C, ça veut dire Institute for Climate Economics, donc l'Institut de l'économie pour le climat. Et en fait, notre objectif, finalement, c'est d'informer les décideurs, publics et privés, sur les conséquences du changement climatique et même au-delà sur la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. Donc on n'est pas une ONG écolo, on n'est pas là pour dire voilà, il faut faire plus, etc. On n'est pas non plus le MEDEF, on ne roule pas entre guillemets pour les entreprises, mais on essaye entre guillemets de faire en sorte que cette transition écologique, cette transition climat entre guillemets, se passe plutôt bien et voilà, de façon entre guillemets ordonnée. Et en tout cas, on essaye d'apporter les bonnes informations aux personnes qui ont des leviers d'action. Donc voilà, donc si vous voulez, on va faire court sur les présentations, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est une spin-off entre guillemets de la Caisse des dépôts. On a parmi nos mamans l'Agence française de développement, l'ADEME, la Banque de France, et nous sommes une association loi 1901. On dispose d'un site web, donc allez dessus. Tous nos travaux sont publics, donc allez dessus, lisez, commentez, faites des commentaires et on sera très content. On organise également des événements de temps en temps, donc quand ceux-ci sont ouverts au public, vous êtes les bienvenus. Hop. Alors, ce qu'on va aborder au cours de cette soirée, dans les 20 minutes qui me sont imparties, peut-être un petit peu plus, ce que je vous dirai, quelques rappels inutiles sur l'accord de Paris. Vous l'avez évidemment lu, donc je vais aller très vite dessus. Vous savez pertinemment ce qu'il y a dedans, et donc je ne passerai pas trop de temps dessus. On fera un peu de théorie économique, parce que je suis un économiste quand même. Et donc je vous barberai avec quelques théories économiques, mais ça ira assez vite et ça sera diffusé tout au long de la présentation. J'essaierai ensuite de parler de finance et de climat et de vous montrer que ces deux mondes peut-être disjoints qui sont en train de se rejoindre. Et si on a le temps, on essaiera de répondre à la question, en France, investissons-nous assez pour la transition climat ? Je vous donne tout de suite la réponse est non, mais on essaiera quand même de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce non, enfin, combien on investit, combien il faudrait investir, etc. Alors tout ça sera fait en ordre un peu dispersé, sauf la partie 4 qui sera à la fin si on a le temps. Et j'attire tout de suite votre attention sur une petite précaution, la polysémie du mot investissement. Je vais beaucoup parler d'investissement et en fait ça a deux sens. Au sens financier, ça peut être une partie d'un portefeuille d'investissement au sens large, un investissement en fonds propres, de la dette, si vous êtes une banque par exemple. Mais au sens économie réelle, là je prends ma casquette d'économiste, on va plutôt parler de formation brute de capital fixe. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement ? Finalement, c'est des choses tangibles. C'est alors une table, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un bâtiment, c'est peut-être une voiture, en tout cas des choses un petit peu tangibles. Le mot investissement peut avoir les deux sens. Dans la première partie de ma présentation, je le prendrai au sens financier, donc c'est une partie d'un portefeuille. Alors pour aller très vite, donc Gérard a parlé de la COP 21 en 2015, 12 décembre 2015, première date à garder dans l'histoire de France peut-être, un succès diplomatique, un certain nombre de personnages présents sur la photo semblent célébrer quelque chose, et qu'est-ce qu'ils célèbrent ? Ils célèbrent l'accord de Paris, donc, qui a été, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, tous les pays présents se sont mis d'accord, le 12 décembre 2015. Qu'est-ce qu'il y a dans l'accord de Paris ? Je ne vais pas vous faire évidemment l'injure de faire une interro écrite, vous le savez pertinemment, et vous savez que sur les 29 articles de l'accord de Paris, il y a un article à lire, c'est l'article 2. Une demi-page. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, ça peut être intéressant. Et dans l'article 2, qu'est-ce qu'il y a ? Alors déjà, si on vous demande c'est quoi l'accord de Paris, vous pouvez vous en sortir en disant c'est très simple, ça vise à aligner climat, finance et développement. Pouf, comme ça vous êtes sorti d'affaire. Et si on vous titille et on vous dit mais ça veut dire quoi ? Vous dites il y a 3 objectifs dans l'accord de Paris. Le premier objectif, contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés. Poursuivre l'action pour limiter l'élévation à 1,5 degré. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'ère pré-industrielle, sachant qu'on est à peu près à 1 degré aujourd'hui. Deuxième objectif, renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Et troisième objectif, qui est mon objectif favori, c'est rendre les flux financiers compatibles avec les 2 objectifs précédents. Sous-entendu, nous sommes peut-être aujourd'hui dans un monde dans lequel les flux financiers ne sont pas compatibles avec l'atteinte des 2 objectifs précédents. Mais ça, je le laisse à votre sagacité. Donc voilà ce qu'il faut retenir, article 2.1 de l'accord de Paris, et encore une fois, lisez-le, c'est disponible sur le site des Nations Unies. Voilà ce qu'il faut retenir, et puis donc ça c'est des objectifs qu'on s'est fixés à long terme. D'ailleurs il n'y a pas de date dans l'accord de Paris en fait. C'est 2 degrés ad vitam aeternam, c'est pas comme on peut le lire parfois dans la presse, 2 degrés à 2100, c'est 2 degrés point barre. Et comment on fait pour avancer vers ces objectifs ? En fait il y a une méthode.
Donc ce que vous retenez, c'est en général l'accord international dans le cadre multilatéral. Ça, c'est ce qui a été fait le 12 décembre 2015. Et en fait, on saura si l'accord de Paris est un succès, non pas en 2015, mais en 2050, une fois qu'il aura été mis en œuvre pour de vrai. Pour le mettre en œuvre, il y a deux jambes. Donc le premier jambe, c'est les politiques nationales, les engagements des États qui doivent normalement prendre des engagements, mettre en place des politiques pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et la deuxième jambe, c'est l'agenda des solutions. Alors ça, en 9 langues onusiennes, c'est quoi? C'est finalement les actions des collectivités locales, des entreprises, des ONG, etc. Tout ce qui concourt à rendre l'accord de Paris, tout ce qui contribue en tout cas aux objectifs de l'accord de Paris. Donc deux jambes, et les deux jambes évidemment doivent marcher ensemble, à peu près au même rythme. Il y en a parfois une qui est devant l'autre, etc. Mais les deux doivent marcher à peu près au même rythme, sinon ça se passe pas très bien. Donc retenez en tout cas, si vous travaillez pour les pouvoirs publics, vous avez un rôle à jouer. Si vous travaillez pour les entreprises, des ONG ou autres, vous avez aussi un rôle à jouer. Alors, tout ça, pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi vous parlez de l'accord de Paris signé en 2015? Évidemment, même si vous l'avez lu. Pourquoi vous en parlez? Simplement parce que si vous travaillez dans des entreprises, et j'imagine c'est le cas pour la plupart d'entre vous, il y a des opportunités à saisir et peut-être des risques à mitiger, comme on dit en bon français. Quand vous lisez la presse et qu'on vous parle de l'accord de Paris, en général, je suis désolé pour la diapo en anglais, mais en général, les journalistes s'intéressent pour une raison que je ne comprends pas essentiellement aux engagements des États, donc ce qui est à gauche de la diapo. Donc disent, voilà, les États n'ont pas fait assez d'engagements, etc. En fait, c'est la partie qui est la moins intéressante. Et après avoir fait 15 COP, à la COP, j'ai décidé que Katowice, je n'irai pas, parce qu'en fait, il n'y a plus grand-chose à observer et c'est pas très intéressant. La partie intéressante, c'est la partie de l'action, c'est la partie qui est à droite. Donc c'est ce qui se passe au niveau des États, au sens large, donc on va dire États nationaux, mais également États sous-nationaux, je pense notamment à la Californie par exemple, qui est à peu près qui a une économie à peu près de la même taille que celle de la France, même si c'est un État fédéré au sein des États-Unis. Et puis il y a les actions des entreprises, et là aussi il se passe pas mal de choses. Entreprises industrielles, mais également institutions financières. Et moi, je vais vous parler plutôt des institutions financières dans la suite de mon propos. Donc voilà, quand vous lisez le journal, gardez ça en tête. Les journalistes, en général, ne parlent pas forcément des choses les plus intéressantes. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi ils ne parlent pas plus des actions. Alors, on va passer maintenant en revue les 3 objectifs et vous allez comprendre ce que ça veut dire en pratique pour des gens qui travaillent dans des entreprises, des collectivités locales ou autres. On va prendre le premier objectif, 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Ça veut dire ça. Alors j'espère vos souvenirs de terminale, que ce soit C, E ou S, sont peut-être assez loin, mais il n'y a pas besoin de plus pour comprendre à ce stade. Si on veut stabiliser la température, il faut stabiliser la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Condition nécessaire, mais non suffisante. C'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas fait, la température continue à augmenter. Donc si on veut contenir en dessous de 2 degrés, et même en dessous de 3, 4, 5, 6, 7, etc. degrés, il faut stabiliser la concentration en gaz à effet de serre. Si on veut stabiliser la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère, il faut ramener les émissions à 0. Ok, jusque-là, je pense que vous comprenez à peu près. 0 en net. C'est-à-dire qu'on peut avoir des émissions résiduelles de gaz à effet de serre, mais il faut qu'elles soient compensées par une absorption équivalente de CO2. Si on ne fait pas ça, la concentration continue à augmenter et donc la température continue à augmenter. J'espère que jusque-là, vous m'avez suivi, c'est pas très compliqué. Et si on veut atteindre les 2 degrés, il faut atteindre un monde zéro émission nette à peu près à horizon 2080, alors 2080, 2090, dans ces eaux-là. Alors vous me direz, c'est pas possible. Je vous dis pas que c'est possible ou pas, je vous dis si on veut atteindre les 2 degrés, et même si on veut stabiliser la température, il va falloir ramener les émissions à 0. Si on veut atteindre les 2 degrés, c'est 2080 au niveau mondial. Si vous me dites c'est pas possible et on préfère 3, 4, 5, 6 degrés, je vous dis ok, pas de problème, on atteindra les émissions 0 net plus tard, mais il faudra le faire de toute façon. 2 degrés, l'air sous la courbe, ça représente un budget d'à peu près 1000 milliards de tonnes équivalent CO2. Et aujourd'hui, on est à 50 milliards de tonnes équivalent CO2. Donc si on reste sur les émissions actuelles, soit on coupe les robinets dans 20 ans, soit on organise entre guillemets une forme de décroissance des émissions avec les moyens qui nous semblent adéquats, et on se donne un petit peu plus de temps. Voilà en tout cas, donc question pour vous, comment on fait pour vivre dans un monde zéro émission nette? À quoi ressemble la mobilité, le logement, le transport, enfin bref, tout, la nourriture accessoirement, dans un monde zéro émission nette? Vous avez jusqu'à 2080 pour trouver la réponse. Collectivement, comment on fait pour tout ça? Alors je vous donne des billes, je ne vous dis pas ce qu'il faut faire forcément, mais en tout cas je vous donne les briques. Il n'y a pas tellement de leviers qu'on peut activer. Si on veut des zéro émission nette, il faut moins d'émissions dans l'air et en garder plus dans le sol, on va dire.
Donc là, je vous laisse choisir disons, votre technologie favorite. Efficacité énergétique, changement de combustible pour en gros remplacer le pétrole et tout ça par autre chose, par des vecteurs, on va dire, décarbonés. Processus industriel ou agricole décarboné. Le sympathique petit animal que vous voyez émet à peu près 3 tonnes de CO2 par an. Et puis plus dans le sol, là c'est pareil. Alors là, je vous laisse choisir votre chapelle technologie. Alors CCU, CCS, Étienne, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler ou pas. Voilà, en gros, c'est on prend le CO2 dans l'atmosphère et puis on le met dans un grand trou pour faire très simple, où on refait des chaînes carbonées longues. L'agriculture et la forêt, c'est aussi un procédé chimique assez original pour capter du CO2. Ça fonctionne depuis des milliards d'années avec un rendement déplorable, parce que c'est pas fait pour ça, mais ça marche. Et puis j'ai laissé, vous pouvez mettre votre bobine si vous trouvez autre chose d'ici là, la solution miracle qui nous permettra d'atteindre le monde net zéro et d'avoir un brevet et d'avoir plein de royalties dessus. Voilà, en tout cas, il y a quand même relativement peu de choses, de leviers activés, même si au sein de chacun de ces boîtes, il y a quand même pas mal de technologies possibles. Et puis il n'y a pas que la techno, il y a aussi les modes de vie. Mais là, ça va en filigrane derrière tout ça, bien évidemment, vous ne l'avez pas oublié. Alors, si on n'a pas fait ça, si on n'a pas trouvé la baguette magique qui va nous permettre de séquestrer du CO2, disons, en quantité substantielle, je soumets à votre sagacité le diagramme suivant. Vous avez à gauche le budget carbone, donc les fameux 1000 milliards de tonnes équivalent CO2 à peu de choses près. Et puis, vous avez à droite les réserves fossiles connues aujourd'hui au niveau mondial. Alors conclusion, mais je vous laisse disons, le trouver tout seul. A priori, on doit pouvoir brûler à peu près tout le gaz, tout le pétrole, tout le charbon non. Alors on peut faire un mélange des trois, mais en gros, il va falloir laisser du charbon sous terre si on veut rester sous 2 degrés. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si on veut rester sous 2 degrés, il faut être conséquentialiste et se dire qu'on va laisser du charbon sous terre sous une forme qui reste à déterminer. Question pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour la valorisation des entreprises qui dépendent fortement du gaz, du pétrole et du charbon ? On peut se poser des questions. Question pour vous, quelles sont les entreprises qui dépendent fortement du pétrole, du charbon et du gaz aujourd'hui ? Toutes, merci. Voilà. Comme ça c'est dit, 80% de l'énergie qu'on consomme au niveau mondial, c'est de l'énergie fossile. Alors, un truc, là c'est un peu de théorie économique pour vous embêter quand même. Le message peut-être à retenir là-dedans, c'est méfions-nous des impasses si les émissions nettes nulles sont la cible. Alors là, je vous mets les trucs d'économistes, comme ça vous pourrez briller en société. Le message à retenir, c'est peut-être que parfois, commencer par les réductions d'émissions les plus coûteuses peut être moins coûteux sur le long terme. Donc si vous avez les courbes d'abattement à la McKinsey en tête, surtout vous les effacez de vos têtes, ça sert à rien. L'objectif, c'est pas de faire du pas cher pour arriver dans le mur, c'est de pas arriver dans le mur et ensuite de voir combien ça coûte. Donc l'objectif n'est pas tout à fait le même. Et je soumets à votre sagacité aussi, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui travaillent chez McKinsey, et sinon je vais me faire des ennemis, mais tant pis. Les impasses, donc je soumets à votre sagacité, quel est l'avenir à horizon, disons 2080 ou même 2050 d'une centrale à charbon, d'une voiture à moteur thermique, des formes urbaines telles qu'on les connaît aujourd'hui et des bâtiments qui sont dedans, et puis du sympathique animal que j'ai mentionné avant. Voilà, il n'y a pas de réponse aujourd'hui, mais en tout cas posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire sur nos modes de vie ? Et puis je ne voudrais pas être que noir, hein. Il y aura des impasses noires, mais il y aura aussi des impasses vertes, c'est-à-dire qu'on va finalement peut-être investir dans des machins qui nous semblent verts aujourd'hui et qui n'atteindront pas et ne nous permettront pas d'atteindre les objectifs précités. Voilà, donc méfions-nous des impasses, c'est peut-être le truc à retenir, et on pourra revenir dans le débat. Parfois, il faut accepter de faire du plus cher à court terme, même si ça semble complètement déraisonnable d'un point de vue économique. Alors, ça c'était pour le premier. On va passer sur le deuxième objectif, adaptation au changement climatique. Alors là, accrochez-vous, je vais vous parler en tant qu'économiste dans un premier temps et en tant qu'ingénieur dans un deuxième temps. Donc j'espère que les 40% de non-gazards ont quand même un profil technique, parce qu'ils pourront à peu près comprendre, mais vous allez comprendre, ça se comprend vite. Alors première chose à retenir, le changement climatique, c'est pas dans les pays du Sud en 2100, c'est maintenant et c'est ici. Donc carte tirée du dernier rapport du GIEC, vous voyez que les impacts attribuables entre guillemets au changement climatique, même si les scientifiques sont très prudents, c'est à l'ensemble de l'échelle de la planète et on les observe déjà aujourd'hui. Donc c'est pas un truc qui va nous arriver dessus en 2100, au 1er janvier 2100, ça va être Armageddon, c'est pas tout à fait aussi simple. Ça commence maintenant. Alors, question d'économiste, est-ce qu'il faut réduire les émissions rapidement ou attendre et s'adapter ? Ça, c'est une question qui fait travailler les économistes depuis, j'allais dire, au moins quelques décennies. Parce que finalement, la question, c'est quel est le coût de l'inaction finalement ? Si le coût de l'inaction n'est pas très élevé, il vaut mieux attendre, et puis demain, les technologies seront moins chères, on rasera gratis, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et donc, il vaut mieux surtout ne rien faire aujourd'hui, attendre plus tard. Alors, il y a un économiste britannique qui a cherché à répondre à cette question, Stern, si vous le connaissez, 2006, il disait en gros...
Changement climatique rapide, si on fait rien, ça nous coûtera à peu près 5 à 20 points de PIB chaque année. 5 à 20 points de PIB, pour vous donner un point de référence, 10 points de PIB, c'est une crise économique et financière. Donc ça veut dire qu'on se tape en permanence une crise économique et financière. Et donc, lui, ce que dit Stern, c'est si on stabilise à 550 ppm, alors Étienne vous expliquera tout à l'heure ce que ça veut dire, ça coûtera en gros 1 à 3 points de PIB par année, mais en revanche, il y aura peut-être des bénéfices futurs. Donc en tout cas, lui, il dit, voilà, il faut agir parce que ça coûte moins cher de toute façon, même si on a l'impression que ça coûte plus cher. Alors évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des choses d'économistes, il y a des débats. Et les économistes ont dit non, certains économistes, donc Nordhaus, prix Nobel en 2018, que je ne dise pas de bêtises, a dit, ben voilà, non, finalement, Stern s'est complètement planté, il n'a pas pris les bons paramètres techniques, et donc, surtout, il ne faut rien faire, il faut attendre, et on agira plus tard. Donc ça, tout ça, c'était en 2006, cette polémique, et en 2016, Stern a dit, oui, je me suis trompé sur le coût du changement climatique. Je pensais sous-estimer les coûts du changement climatique, et en fait, je les sous-estimais gravement. Donc je me suis trompé, mais dans le mauvais sens. Et alors là, donc ça c'est les économistes, et je vais vous poser une question. Entre l'économie et la physique, qui a raison? Alors on va arrêter l'économie pour un moment, et on va reprendre un peu de physique. Donc ça c'est une photo de la Maison des Arts et Métiers, il y a 20 000 ans. Un certain nombre d'individus ne sont plus présents sur cette photo. Il y a 20 000 ans, la température moyenne au niveau mondial était de 5 degrés inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc moyenne au niveau mondial, s'il y a des actuaires ou des financiers, vous savez ce que ça veut dire et qu'il faut aussi se méfier des extrêmes. Donc en moyenne au niveau mondial, il y a 20 000 ans, on était 5 degrés en dessous de ce qu'on est aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord pour dire que l'économie n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Le climat, globalement, n'était pas tout à fait le même. À Paris, ce n'était pas un inland 6, mais c'était de la steppe. Il y avait des graminées et puis les mammouths venaient brouter joyeusement ces graminées. En tout cas, l'agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui n'était pas forcément possible. 5 degrés en 20 000 ans, et donc notre ami Stern nous dit, ben voilà, 5 à 20 points de PIB si on a un changement climatique rapide, c'est-à-dire en gros 5 degrés en 200 ans. Voilà. Bon, il y a un facteur 100 entre les deux, ça ne vous aurait pas échappé, et donc au passage, on va perdre seulement 5 à 20 points de PIB. Voilà, vous y croyez ? Non, enfin la différence entre aller dans un mur à 1 km/h et à 100 km/h, il y a une petite différence. Donc moi j'y crois pas non plus, et voilà, la conclusion de la diapo, c'est que les coûts de l'inaction sont très certainement extrêmement sous-estimés. Je ne suis pas certain que la science économique soit en fait calibrée avec les méthodes d'analyse coût-bénéfice pour ceux qui aiment les détails, qui soient pertinents pour ce genre d'exercice. En tout cas, pour le retenir de façon brève, on va s'en prendre plein la poire, et on ne sait pas trop d'où ça va venir. Alors, dernier objectif, rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution, etc., etc. Alors là, deuxième événement marquant, après le 12 décembre 2015, moi il y a un événement qui m'a beaucoup plus marqué, qui était le 29 septembre 2015. Vous savez évidemment qui est cette personne? Mais si. Oui. Oui, Mark Carney. Qui est Mark Carney? Ouais, c'est un gouverneur, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Pourquoi je vous mets une photo d'un gouverneur de la Banque d'Angleterre sur une réunion débat sur le climat? Question à 100 roubles, c'est quoi le métier d'un gouverneur de banque centrale? Ouais, mais pourquoi? Ça c'est un outil, mais c'est quoi son objectif? Ouais, assurer, alors en langage, disons, de banquier central, on dit assurer la stabilité financière. Voilà, et donc il peut jouer sur les taux, enfin bref, mais assurer la stabilité financière. Pourquoi je vous parle d'un banquier central et pourquoi lui il s'intéresse au climat? C'est quoi le lien entre stabilité financière et climat? Il y a peut-être des liens avec les mammouths, les énergies, enfin les entreprises qui sont concernées, etc. 2015, Carney nous fait un discours d'une demi-heure devant la communauté financière britannique en disant le climat, il faut que vous en préoccupiez, il y a des opportunités liées au climat et à la transition vers une économie bas carbone et résiliente au changement climatique. Mais il y a également des risques. Il en nomme 3. Alors il y en a un que je vais passer tout de suite, c'est les risques de litigation. Vous regarderez sur Internet ce que ça veut dire. Et il en nomme 2. Il dit, voilà, il y a le risque physique, c'est-à-dire l'impact du climat sur la valeur des actifs qui sont dans les portefeuilles, et le risque de transition. Si on va vers une transition, disons, bas carbone un peu rapide, il pourrait y avoir des ajustements, entre guillemets, de prix pour les actifs. Ce qui veut dire des actifs qui seraient brutalement dépréciés. Donc ça, il appelle ça le risque de transition. Voilà, donc, et puis le message de Carney là-dedans, c'est de deux choses l'une. Soit on décide que les émissions vont augmenter collectivement, et dans ce cas, on aura quand même à gérer quelques risques physiques. Souvenez-vous des mammouths. Soit on se dit non, il faut surtout éviter les mammouths, mais dans l'autre sens. Et donc, on va ramener les émissions à zéro en un rien de temps. Et dans ce cas, il y aura peut-être quelques entreprises qui vont souffrir au passage.
Voilà, donc en tous les cas, il va falloir, comme on dit quand on est financier, il va falloir réallouer du capital pour gérer les risques climat. Et si on fait ni l'un ni l'autre, il va falloir faire les deux, en fait. Donc voilà, c'est pas c'est pas dessert ou fromage, c'est dessert et fromage malheureusement qui nous attend. Voilà, donc là je vous ai mis une petite photo de carnet encore. Et puis alors, comment on fait une fois qu'on a dit ça? Il faut gérer les risques, très bien. Réallouer du capital, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il va falloir faire plus de vert et moins de marron. C'est-à-dire rediriger 5 000 milliards à peu près de dollars par an d'investissement de l'économie, entre guillemets, fossile. Et souvenez-vous, et c'est pour alléger la tâche d'Étienne, l'économie fossile, c'est pas que Total, c'est l'ensemble de l'économie aujourd'hui. Et pour l'amener vers une économie, entre guillemets, verte, une économie plutôt compatible avec du 2 degrés. J'ai mis rediriger et accessoirement atteindre. Donc atteindre, ça s'appelle du développement. Et rediriger, ça s'appelle en plus faire du développement vert. Mais fondamentalement, les besoins d'investissement dans un monde à 6 degrés ou dans un monde 2 degrés sont les mêmes quantitativement, ce n'est pas les mêmes qualitativement. Alors comment on fait pour rediriger des investissements? Il y a plusieurs trucs. Les économistes aiment bien mettre des prix au carbone, donc ça c'est la grosse marotte. En plus c'est très facile à faire. Vous n'avez qu'à voir, quand on part de mettre une taxe carbone en France par exemple, en général les gens se précipitent dehors pour dire ouais c'est super, allez-y. Voilà. Bon, il n'y a pas que la France quand même, et puis en France, même si la taxe est pour l'instant gelée, il y a quand même une taxe carbone qui existe. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de pays, donc là je vous ai mis les pays qui ont mis en place des taxes au carbone ou équivalent des prix du carbone. Quand on donne un prix au carbone, c'est simple, les investissements marrons deviennent moins rentables, les investissements verts plus rentables, donc ça permet de réallouer du capital, de donner un modèle économique aux investissements verts. Et puis, je vais reprendre ma casquette d'horrible financier. Donc, quand on est un financier, qu'on a des actifs dans lesquels on investit, on se dit on ne voudrait pas qu'il y ait un prix du carbone qui soit mis de façon trop abrupte parce qu'il pourrait y avoir des dépréciations d'actifs. Il n'y a pas que le prix du carbone et il n'y a pas que la régulation qui est un risque. Pour moi, si je suis un financier avec du carbone dans mon portefeuille, je vous ai mis technologie, réputation, marché, qui a un impact soit directement sur les institutions financières, soit dans la chaîne de valeur de l'institution financière. Pour donner un éclairage très rapide, risque technologique, c'est quoi? C'est l'effet Kodak. Donc les risques de transition, tout le monde connaît. Kodak a disparu parce qu'ils n'ont simplement pas vu venir, entre guillemets, un concurrent qui s'appelait la technologie digitale. Voilà. Bon, ils ont disparu, ils ont été victimes, en jargon, d'un risque de transition qui s'est matérialisé. Voilà. Fujifilm, qui était sur la même ligne de business, n'a absolument pas disparu. Enfin, Kodak n'a pas complètement disparu, mais enfin, ils ont un petit peu disparu du paysage. En tout cas, voilà, c'est des risques à prendre en compte, disons, par les investisseurs. Alors là, je vous ai parlé du prix du carbone et finalement comment on fait pour tirer la demande en capital vert, parce que c'est une question. Et puis le secteur financier peut aussi bosser, et ça c'est plutôt du côté de l'offre en capital vert. Comment fait le secteur financier pour apporter les capitaux? Si vous êtes des entrepreneurs, normalement vous avez affaire à des investisseurs, à des banquiers, à des assureurs, enfin bref, des gens qui vous donnent de l'argent pour vous développer vos activités. Alors là-dedans, je vais passer dessus. Il y a les pratiques de marché, je ne vais pas en parler, sauf s'il y a des questions dans la salle. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les engagements volontaires d'un certain nombre d'investisseurs ou de banquiers, et puis l'impulsion publique. Comme d'habitude, les engagements volontaires sont en général incités par un gros bâton et une petite carotte qui peut être donnée par l'impulsion publique. Alors pour aller très vite dessus, donc investissement, là je vais parler d'investissement au sens de portefeuille. Alors quand on est un investisseur, on se dit « Ouh là là, j'ai un risque carbone, un risque de transition, peut-être, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, ou il y a peut-être un peu trop de choses. On peut désinvestir, donc là, si vous avez des questions, j'aurai plein d'éléments à vous passer dessus. On peut désinvestir, donc on peut se dire « Total, caca, j'en veux plus, ça pollue, j'en veux plus, donc je désinvestis, je lâche toutes mes actions et mes obligations dessus. » Première solution, il y a des avantages, des inconvénients, on reviendra dessus. Réduire son empreinte carbone, c'est l'autre solution. On peut se dire, tiens, je vais mesurer mon bilan carbone et puis je vais faire en sorte d'avoir le bilan carbone le plus faible. Avantages, inconvénients, pareil. Et puis faire de l'engagement, alors ça prend un peu plus de temps, mais fondamentalement, ça revient à exercer son rôle d'actionnaire. C'est-à-dire quand vous êtes actionnaire, normalement, vous avez un droit de vote. Et c'est l'exercer et puis poser des questions embêtantes aux sociétés en leur demandant c'est quoi votre plan là par rapport à l'accord de Paris? Enfin, en gros, est-ce que vous savez à peu près dans quelles eaux vous naviguez? Et puis, si au bout d'un moment, les gens ne répondent pas de façon complètement satisfaisante, on peut se dire que, dans ce cas, comme ils ne savent pas trop ce qu'ils font, le mieux, c'est de retirer ses billes à ce moment-là, une fois qu'on a réussi à faire de l'engagement. Voilà, je pourrais revenir dessus à loisir si vous voulez. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces solutions. Aucune n'est complètement satisfaisante, mais en tout cas, c'est ce qui occupe aujourd'hui les investisseurs au sens large, donc y compris banquiers et assureurs. L'autre levier, c'est la transparence,
alors j'ai mis transparence, risque et taxonomie. Alors là, quelques acronymes un peu barbares. La transparence, c'est en gros, je suis un investisseur et je demande à Total, par exemple. Désolé Étienne, je te le prends. Je demande à Total, je dis, bah voilà, c'est super, mais en gros, quels sont les risques climat, les risques auxquels Total est exposé. Est-ce que Total le sait? Comment Total le gère, etc. Enfin, pas pour protéger la planète. Mon intérêt en tant qu'investisseur, c'est de m'assurer que j'investis dans des gens qui savent à peu près ce qu'ils font. C'est très cynique, mais pour ça, j'ai besoin d'informations de la part de Total, et donc je vais demander gentiment à Total de me les donner. S'il y a quelqu'un qui oblige Total à les fournir, évidemment, ça me facilite la tâche, mais sinon, en tant qu'investisseur, je peux peut-être faire un certain nombre de choses. Voilà, je vous passe les acronymes un peu barbares qui existent. Si vous avez un peu de temps pour la lecture, je vous recommande la lecture de l'article 173 de la loi de transition énergétique et pour la croissance verte de 2015, qui est à mon avis un parfait produit d'exportation qu'on cherche à exporter en Europe et ailleurs dans le monde, et ça pourrait marcher. C'est autour de la transparence et des risques, voilà, en tout cas ça vise à faire un peu de transparence sur cette affaire. Ah oui, dernier parce que c'est important, un réseau de superviseurs bancaires et d'autorités de marché qui est en train de se mettre en place. Alors les autorités de marché, les superviseurs bancaires, leur métier c'est pas de protéger l'environnement, c'est d'assurer la stabilité financière et la protection de l'épargnant. Donc le fait qu'ils se mettent là-dessus, moi ça me plaît beaucoup, parce que c'est pas des écolos, leur objectif c'est simplement que les marchés fonctionnent correctement. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. J'ai encore quelques diapos sur l'investissement au sens formation brute de capital fixe pour répondre à la question est-ce qu'on investit assez dans le climat en France? Mais je vais laisser la parole à Étienne, si ça va. Gérard, tu me dis, comme tu veux, tu me dis... Allez, 3 minutes. On va y aller. Alors, comme vous êtes basé en France, je pars du principe que vous vous demandez qu'est-ce que ça veut dire l'accord de Paris pour la France. La réponse est dans le discours de politique générale du Premier ministre de juillet 2017. Zéro émission nette en 2050 pour la France. Donc, pour mémoire, on est en 2019. Donc, dans 31 ans, zéro émission nette. Donc, ça veut dire division des émissions par 8 et augmentation des puits, donc, notamment agriculture et forêt, par 2 en 2050. Quand vous faites un investissement aujourd'hui, s'il a une durée de vie de plus de 31 ans, ça veut dire que ça met en péril l'atteinte de zéro émission nette en 2050. Enfin, je vous la fais courte, mais ça veut dire qu'il faut se poser les questions quand même assez rapidement. Pour répondre à quoi? Finalement, dans une France en 2050, je pars bêtement du principe qu'on aura toujours besoin de manger, de se déplacer, d'un peu d'énergie, de se loger, bref, tout ça, des machins finalement assez basiques. Et alors, donc c'est pour ça, nous on regarde les investissements, on ne regarde pas les émissions de gaz à effet de serre, on regarde les investissements parce qu'on se dit, pour répondre à tous ces besoins, il va falloir investir. On n'est pas forcément des décroissantistes forcenés, il va falloir investir même si on est un décroissantiste forcené parce que les gens auront quand même besoin de se loger. Alors les chiffres, je vous bombarde avec ça. Aujourd'hui en France, en 2017, on a investi 41 milliards d'euros d'investissement dans de la formation brute de capital fixe dans du vert. On a mis tout ce qu'on a trouvé comme bas carbone. S'il y a des choses que vous n'aimez pas là-dedans, par exemple le nucléaire, vous l'enlevez et puis vous refaites le total. Et puis vous me dites quel chiffre ça fait. Voilà, donc 41 milliards de bas carbone entre guillemets, c'est super. Quelques éléments de comparaison, la formation brute de capital fixe en France, c'est 400 milliards d'euros chaque année, le PIB 2500 milliards, donc ça veut dire qu'on investit 40 milliards de bas carbone dans les 400 milliards qu'on investit. Les 360 milliards restants, c'est du pas bas carbone. Voilà. Donc voilà, comme ça je l'ai dit. Les investissements fossiles, alors quand on parle d'investissements fossiles, nous on a fait un petit travail très, très, très rapide. On a regardé les voitures classe B ou supérieures en termes d'émissions de gaz à effet de serre et les chaudières à fioul. Donc typiquement, ce qui fabrique les gilets jaunes de demain, pour faire simple. Donc en 2017, on a investi 70 milliards d'euros en France dans des équipements de ce type, essentiellement. Donc on a investi 70 milliards dans du gilet jaune de demain, tout en mettant 40 milliards dans du vert. Donc quand je vous dis qu'il faut faire plus de vert, mais aussi moins de marron, voilà, réfléchissez-y. Il y a peut-être un truc à faire. Pour ceux qui aiment les diagrammes complètement incompréhensibles, je vous renvoie à ce diagramme de Sankey qui dit dans quel secteur sont faits les investissements verts, qui sont les porteurs de projets et d'où vient l'argent et par quel type d'instrument c'est passé. Il y en a pour tout le monde, mais y compris les ménages, ce qui est très simple. Avec ça, vous comprenez vite. Dans le bâtiment, par exemple, ça se lit en partant de la droite. Dans le bâtiment, l'essentiel des investissements bas carbone, c'est du fait des ménages. Je vous apprends plein de trucs. Les ménages, donc c'est essentiellement de la rénovation thermique du bâtiment. Et la rénovation thermique du bâtiment, ça se finance par des fonds propres, c'est-à-dire l'épargne des ménages, de la dette commerciale, c'est-à-dire un prêt bancaire, et puis les subventions. Comme ça, vous voyez à peu près. Normalement, vous y retrouvez. Alors, 40 milliards de verts, mais il manque 10 à 30 milliards d'euros d'investissement si on veut suivre les objectifs français déclinés dans la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ces investissements sont séparés, selon les secteurs dans lesquels on regarde, il y a des gaps d'investissement, et la question c'est comment on fait pour combler ces gaps d'investissement. Quand il y a un gap, la question c'est comment on fait, et puis quand il n'y a pas de gap, en fait il y a peut-être un gap.
Sur les infrastructures de transport, pour donner un exemple qui me tient à cœur, dans les infras, on investit le bon montant en termes de bas carbone, sauf qu'on investit aujourd'hui plutôt dans des LGV quand les besoins des populations sont plutôt dans les transports de proximité. Donc c'est pas parce qu'on investit les bons montants qu'on investit également les bons, qualitativement les bons chiffres. Voilà. Et puis voilà, là-dessus, je vais finir sur mon lemme pour laisser la place à Étienne du coup. Ôtez-vous un truc de la tête, ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a trop d'argent. Les gens qui disent « Ah, mais il nous faudrait plus d'argent pour le faire », c'est pas l'argent qui manque. Arrêtons de financer du marron et on trouvera comme par miracle de l'argent pour financer du vert. Si on arrête d'investir dans des SUV, etc., on trouvera de l'argent pour pour financer des vélos. Et puis il n'y a pas que les véhicules, il y a les infras, il y a l'aménagement du territoire. Finalement, toute cette économie carbonée, c'est pas que des véhicules. Si c'était remplacer quelques SUV par des vélos, ça serait simple. Si vous avez essayé de faire du vélo dans la campagne, je vous souhaite bon courage. Et même à Paris, des fois, il faut être un peu sportif. Même chose sur le logement, plus de vert et moins de marron. Faut faire gaffe aux opportunités manquées. Et puis, la question là-dedans, c'est comment faire en sorte que les ménages qui aujourd'hui investissent 50 milliards d'euros chaque année dans l'aménagement, dans la rénovation de leurs bâtiments, pas que thermique, mais tout, investissent dans la rénovation, par exemple par l'extérieur, et pas dans l'augmentation des surfaces ou dans les douches à l'italienne, qui sont certainement très importantes pour le confort et pour la valorisation du bien, mais pour la transition énergétique, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Voilà, et puis je finirai simplement sur l'adaptation au changement climatique. Après les mammouths, je suis obligé de vous en parler, c'est pas que les événements extrêmes, il y a aussi des événements, des tendances de fond et des phénomènes feuilles mortes qui viennent impacter très durablement nos économies. Le phénomène feuille morte, c'est typiquement les TGV sont ralentis quand les feuilles mortes tombent précocement. Ça vous semble complètement anecdotique, ça a un impact sur le PNL de la SNCF. Et si moi j'étais un prêteur à la SNCF, je pourrais me dire, mais attendez, là sur le long terme, si les feuilles mortes et autres petits événements anecdotiques comme ça s'accumulent, ça pourrait me faire perdre du pognon. Voilà, donc besoin d'assurer la résilience des territoires. Et je finis avec des questions taquines pour Étienne, mais pour tout le monde dans la salle. Si j'étais un investisseur, qu'est-ce que je ferais? Donc vous mettez Total si vous voulez, mais finalement remplacez votre entreprise par votre entreprise. Et puis si j'étais un dirigeant politique français, comment est-ce que votre entreprise contribue aux engagements de la France dans l'accord de Paris? Voilà, j'ai fini. Merci Benoît, c'est une prouesse. Vous avez remarqué que c'était quand même mené tambour battant. Alors, pour vous rassurer, donc, on aura un temps de questions. Je pense que vous avez des questions sur la présentation de Benoît. Donc, dans une petite demi-heure, on va dire une demi-heure, on aura du temps pour poser ces questions et puis poser également les questions à Étienne. Première remarque. Deuxième remarque, vous avez remarqué que la séance est filmée. Donc, vous aurez accès à la présentation. Pour retrouver d'une façon plus posée, bonjour Nicole, pour retrouver la présentation de Benoît, qui est donc accessible complètement. Encore quelques applaudissements pour Benoît, ça a été quand même tonique. Merci Benoît. Et un tout petit mot quand même pour stimuler. Vous avez remarqué que Benoît l'a quand même à plusieurs reprises bien stimulé, Étienne, Total. Alors... Simplement pour vous dire, tout à l'heure j'ai évoqué des mails qu'on reçoit, on n'en reçoit pas souvent, mais on en reçoit quand on propose une invitation et les gens cliquent ou ne cliquent pas. Et quand on a annoncé que Total intervenait, et on est très content de ça, très fiers de ça, et on remercie bien sûr l'intervention d'avance, l'intervention d'Étienne, on a eu quelques mails un peu incendiaires. Donc il est là il est très stimulé, n'est-ce pas Étienne? Et je pense que d'avance, on peut l'applaudir pour être intervenant ce soir. Merci. Bon, je vais essayer de répondre aux questions incendiaires et puis répondre à la question de Benoît. Quelle est la stratégie de Total pour le climat? Je cherche le mode plein écran, si je le trouve. Il y a une petite fenêtre normalement là, je la trouve pas. F5. Merci Benoît. Donc, comment est-ce que Total intègre la stratégie dans son climat? Alors d'abord, la réponse à la question de Benoît, c'est qu'on n'a pas de stratégie climatique, on a une stratégie et on intègre le climat à notre stratégie. Et c'est très important, on n'aurait pas de stratégie, une stratégie pour le climat, une stratégie pour l'entreprise. Non, on en a une seule et on intègre le climat dans cette stratégie. Et d'ailleurs, on a mis une entité climat dans la direction stratégie et climat du groupe dans lequel je fais partie, et on a mis plutôt des stagiaires
des stratèges que des gens de l'environnement. On voit le climat chez Total comme un sujet stratégique et pas comme un sujet uniquement environnemental. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au climat pas simplement parce qu'on veut participer aux objectifs de l'accord de Paris, mais aussi parce qu'on pense que la société va développer des marchés bas carbone, va s'orienter vers l'objectif de l'accord de Paris, et que c'est juste du bon business que de développer ces marchés-là. Ce seront des marchés de croissance dans les 20 ans qui viennent. Donc c'est du bon business que de s'orienter vers du bas carbone. Et c'est comme ça qu'on oriente notre stratégie. Voilà. Alors moi-même, juste mon background, donc je suis un ingénieur, j'ai fait ma carrière dans l'exploration-production, dans la partie amont de Total, dans la production à l'étranger, du développement, du business et de la stratégie en rentrant au siège. Et puis là, depuis 1 an, je m'occupe des sujets climatiques pour le groupe. Voilà. Vous n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure de la présentation. Alors, donc j'ai 3 chapitres. La compréhension que j'ai des sujets climatiques. Moi, je suis arrivé il y a un peu moins d'1 an sur ce poste, donc c'était tout nouveau pour moi parce que j'étais pas du tout. Et c'est là où j'ai mesuré qu'il y avait pas mal de choses, pas mal d'incompréhension dans le grand public que j'étais il y a encore 1 an sur les sujets climatiques. Donc, je vais vous dire un peu comment je le vois aujourd'hui. Ensuite, comment est-ce que Total répond aux grands enjeux climatiques et quelles seront, à mon avis, les recettes pour être successful sur ce sujet-là. Alors d'abord, l'équation climatique, pour moi, il n'y a plus de débat scientifique. En fait, j'étais assez surpris en arrivant de voir que je pensais qu'il y avait des calculs compliqués, des simulations dans tous les sens. On m'a dit il y a des modèles incroyables, c'est hyper compliqué et tout. En fait, pour moi, c'est hyper simple. Le sujet climatique, c'est une mesure de CO2. Donc on mesure le CO2 dans cette salle, dehors, n'importe où. Et le CO2 aujourd'hui, là, il est à peu près à 410 ppm. Et avant l'ère industrielle, il était à 280. Bon. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Et lorsque l'on fore la calotte glaciaire de l'Arctique, on a en fait toute l'histoire de l'atmosphère depuis à peu près 1 million d'années. Et donc on voit... Il suffit de forer, de prendre des carottes de glace, de les analyser, et vous voyez la composition de l'atmosphère il y a 50 000 ans, il y a 100 000 ans, etc. Donc vous voyez sur ce graphique que, grosso modo, la concentration de CO2 de l'atmosphère a oscillé entre 280 et 380 ppm. Je ne sais pas, tous les 50 000 ans, il y avait une période glaciaire. Et donc, on était entre 180 et 280. Et cette concentration de CO2 s'est complètement envolée à la fin du graphique bleu, là, et on est à 410 ppm aujourd'hui. Bon, donc, c'est à la fois une mesure simple, l'historique, il est très très clair, très simple, et je dirais le fait que le CO2 et la corrélation entre la température de la Terre et la concentration en CO2, elle est aussi évidente à la fois en laboratoire parce que le CO2 absorbe les infrarouges et de manière empirique en regardant l'histoire des dernières périodes glaciaires. Donc on a une augmentation des températures d'à peu près 1 degré qui s'accompagne par une acidification des océans, puisque à chaque fois que vous augmentez la teneur en CO2 qui est un peu acide, on fait baisser le pH des océans. Donc voilà pour le constat scientifique tel que moi je l'ai perçu en arrivant. Le deuxième point sur la science climatique, c'est que le CO2 n'est pas toxique. C'est un gaz qu'on respire tous les jours. Le vrai sujet du CO2, c'est la matérialité des émissions. Ce sont les volumes qui sont intéressants. Et les volumes, ils sont absolument gigantesques, puisqu'on émet 54 gigatonnes de CO2 tous les ans. L'homme émet par ses activités 54 gigatonnes. La partie oil and gas représente à peu près 37%, donc un gros tiers de ça. La partie charbon, un petit tiers, 31%, et le reste, c'est l'agriculture, l'industrie, etc.
Donc il y a 3 grands tiers, je dirais. Et dans la partie oil and gas, qui nous concerne chez Total, les émissions de nos installations, ça représente à peu près 10%, mais les émissions de l'utilisation de nos produits par nos clients, ça représente 90%. Donc l'essentiel des émissions correspondent à la combustion de nos produits quand vous mettez de l'essence dans vos véhicules. Et en termes toujours de quantité émise et de volume, ce qu'il faut juste bien voir, mais vous avez peut-être l'ordre de grandeur en tête, mais moi je ne l'avais pas quand je suis arrivé, c'est qu'à chaque fois que vous brûlez 1 kg d'hydrocarbures, 1 litre d'essence, enfin un peu plus d'1 litre d'essence, parce que la densité est inférieure à un peu plus d'1 litre d'essence, 1 kg d'hydrocarbures, vous émettez à peu près 3 kg de CO2. C'est l'ordre de grandeur. Donc quand vous remplissez votre plein avec 50 litres d'essence, je ne sais pas, 40 kg de CO2, vous émettez 120 kg de CO2. Donc il y a ce facteur 3 qu'on retrouve un peu partout, ce qui est simplement le ratio de la masse molaire entre le CO2 et les hydrocarbures. Donc si vous prenez du gaz, si vous vous souvenez de vos cours de secondaire ou des 4 arts, donc le CO2 c'est 44, vous divisez par du méthane à 16, vous avez 2,8. Donc ça c'est simplement la réaction de combustion. Lorsque vous avez une chaîne carbonée, alors le pétrole c'est une chaîne carbonée un peu moins hydrogénée que du gaz, donc ça va être, je sais pas, un CH2N fois, vous divisez, vous allez diviser 44 par 14 au lieu de par 16, donc vous retrouvez à peu près 3. Voilà, donc j'ai appris avec Benoît tout à l'heure que les vaches, ça faisait 3 tonnes par animal, pas mal. C'est énorme. Et le français moyen, il est à 10 tonnes d'émissions de CO2 tous les ans, d'empreinte de CO2 tous les ans. Donc l'empreinte, c'est à la fois ce que vous émettez sur le territoire, plus ce que les émissions associées à ce que vous consommez lorsque vous achetez des produits chinois qui ont émis du CO2 en Chine. Donc si on fait ce calcul, on est à 10 tonnes par personne. Donc la vache, effectivement, 3 comparé à 7 ou 3 comparé à 10, c'est quand même pas mal. Bon, les Américains, c'est le double ou le triple. Hein. Donc l'Amérique du Nord, c'est 3 fois la France. Le Canada, Amérique du Nord, émettent 3 fois plus. Donc le 7 tonnes par habitant, il se transforme en 21 tonnes par habitant aux États-Unis. Donc c'est très important. Je dis ça parce que c'est intéressant, on critique beaucoup la France en disant qu'elle ne suit pas ses engagements et qu'en tendance, les résultats ne sont pas là, c'est vrai. Mais les valeurs absolues sont aussi intéressantes. Hein, et c'est quand même intéressant de voir le décalage entre l'Amérique du Nord et l'Europe sur ce plan-là. Bon. Alors, qu'est-ce que nous, on utilise comme scénario pour essayer de comprendre un peu les prévisions d'élévation de température associées à des scénarios énergétiques? On utilise les scénarios de l'AIE, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres sur la disponibilité, et que l'AIE reprend les scénarios du GIEC. Et donc l'AIE a trois scénarios que je rappelle ici. Un scénario qui s'appelle New Policy, un scénario qui s'appelle Current Policy, qui est donc un scénario Do Nothing, en fait, c'est la Current Policy, c'est on fait rien. On fait rien, on est à 4,3 degrés d'après l'AIE, d'après le GIEC. On suit tous nos engagements, tous les engagements des pays qui sont partis à l'accord de Paris. Je rappelle que l'accord de Paris, c'est un accord entre États. Et donc, si tous les États font ce qu'ils disent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on est à 2,7. Donc, aujourd'hui, on serait plutôt au-dessus de 2,7, la trajectoire actuelle. Et puis, un scénario de degré, Sustainable Development, qui est le scénario qui nous intéresse, où les États font plus que ce qu'ils ont dit, et la société, les consommateurs et les États prennent les mesures nécessaires pour atteindre moins de 2 degrés d'échauffement d'ici 2100. Bon, alors ce qui est intéressant dans ce scénario de degrés, c'est que la consommation énergétique de la planète ne bouge pas. Entre 2016 et 2040, les gens ne consomment pas plus. Donc il y a un aspect de sobriété énergétique qui est extrêmement fort. Parce que aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie et qui veulent avoir
accès à l'énergie d'ici 2040. La population va passer de 7 à 9 milliards. Donc vous rajoutez 2 milliards de personnes plus 1 milliard de personnes qui veulent avoir accès à l'énergie. C'est 3 milliards de personnes en plus qui souhaitent avoir accès à l'énergie d'ici 2040. Aujourd'hui, il y a 5 milliards et demi de personnes qui ont accès à l'énergie. Donc 3 sur 5, ça fait beaucoup. Donc la première hypothèse qui est de stabiliser la consommation énergétique de la planète d'ici 2040 est une hypothèse très forte qui demandera des politiques publiques et des politiques d'économie d'énergie extrêmement fortes. Bon, et puis dans le scénario 2 degrés de l'AIE, il y a aussi des hypothèses assez fortes de réinjection de CO2 par des voies industrielles, ce qu'on appelle le CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage, c'est-à-dire remettre d'une certaine manière le CO2 là où il était avant de consommer des hydrocarbures. Bon, mais vous voyez aussi sur ces 3 scénarios de l'AIE que la place des hydrocarbures en 2040 reste significative. Le charbon s'effondre dans le 2 degrés, c'est le plus fort émetteur de CO2, mais le pétrole et le gaz gardent une place dans la matrice énergétique qui reste proche de 50%. Alors, dans ce scénario 2 degrés, donc ça c'est juste pour montrer que l'aspect d'efficacité énergétique est majeur. Et après, bien sûr, il y a un aspect très important de développement des énergies renouvelables et de changement du mix énergétique. Alors, comment est-ce que Total approche ce sujet climatique ? Nous prenons en fait comme référence les grandes tendances du scénario 2 degrés de l'AIE. C'est-à-dire que nous voyons dans le scénario de l'AIE trois grandes tendances. La première, c'est une forte baisse de la part du pétrole dans la matrice énergétique. C'est pas nouveau, hein, tous les ans, la valeur absolue du pétrole augmente, mais la valeur relative du pétrole dans la matrice, sa part diminue depuis 30 ans. Hein. Mais la croissance est tellement forte dans les pays émergents de la demande qu'en valeur absolue, la demande pétrolière augmente de 1 à 1,5 million de barils jour tous les ans. Bon, ça, le scénario 2 degrés de l'AIE voit une baisse de la part du pétrole en valeur relative et en valeur absolue d'ici 2040. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous pétroliers ? Ça veut dire qu'on est extrêmement prudent lorsqu'on fait des projets pétroliers pour s'assurer qu'ils ont des coûts techniques très bas, qu'ils sont extrêmement résilients, pour être sûr que Benoît puisse continuer à investir chez nous. Et donc, et puis c'est des projets aussi qui ont des plateaux pas forcément très longs, donc c'est des projets plutôt moyen terme que long terme. La deuxième grande tendance du scénario de l'AIE, c'est une croissance du gaz. Le gaz nous paraît un très bon complément aux énergies renouvelables. C'est un hydrocarbure qui est extrêmement abondant sur la planète. Tous les ans, on découvre plus de gaz qu'on en produit, alors qu'on découvre moins d'huile qu'on en produit. Et donc, on s'intègre sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz, aussi bien l'amont que l'aval, la distribution, le GNL. Et la troisième grande tendance, c'est une explosion des énergies renouvelables. Et on lance des investissements sur l'ensemble de la chaîne du renouvelable. La difficulté, c'est de les rendre scalable, c'est-à-dire avec une taille suffisante et rentable. Et donc, on développe une activité d'électricité bas carbone. On a une division dédiée à ça. Alors ça, c'est la stratégie de Total depuis, je dirais, 4-5 ans, depuis que Patrick Pouyanné est arrivé comme CEO du groupe. C'est quelque chose de très stable. On maintient cette slide tous les ans. On ne va pas changer de stratégie tous les ans. Mais ce qui est un peu nouveau et ce que nous demandent nos stakeholders, c'est d'être capable de quantifier nos progrès sur le chemin de la transition énergétique. Et donc, ce qu'on a fait en septembre 2018 et en février 2019, c'est qu'on a essayé de quantifier un peu la manière dont on investissait, dont on évoluait sur l'évolution sur le changement de notre mix et l'évolution de l'intensité carbone des produits qu'on vend à nos clients.
Donc si on prend nos produits, qu'est-ce qu'on a comme produits? Nous, on vend du pétrole, des produits pétroliers, on vend du GNL, on vend du gas pipe et on vend de l'électricité. On a regardé l'ensemble de la chaîne de valeur de ces produits, de leur production à leur transformation, à leur vente. Bon. Et on a deux espaces, je dirais. L'espace de gauche, qui sont les émissions associées à nos opérations, ce que dans le jargon on appelle les émissions scope 1 et 2, qui sont de notre responsabilité, parce qu'on les maîtrise, ce sont nos installations. Et puis on a à droite les émissions associées aux produits que l'on vend à nos clients, et donc associées à la consommation par nos clients des produits vendus, et c'est ce qu'on appelle le scope 3. Ces émissions sont de la responsabilité de nos clients, mais on souhaite leur proposer, au fur et à mesure que le temps avance, des produits de moins en moins carbonés pour les aider à baisser leurs émissions. Alors sur la première partie, c'est-à-dire les émissions de nos installations, on s'est engagé là depuis quelques semaines, depuis février, à réduire les émissions scope 1 et 2 de nos installations de 15% entre 2015, qui est la date de l'accord de Paris, et 2025. Donc passer de 46 millions de tonnes par an à moins de 40 millions de tonnes par an, sachant qu'on a une croissance de notre activité qui est très très forte. Notre production est passée de 2,1 à 2,8 millions de barils jour en quelques années. Là. Donc on a des croissances entre 5 et 10% de notre production tous les ans depuis plusieurs années. Donc c'est un engagement fort du management d'assumer cette croissance sans augmenter et en diminuant nos émissions, les émissions associées à nos installations opérées sur le secteur oil and gas. Et on a les packages de rémunération des dirigeants de Total ont été alignés avec cet objectif. Ce qui rassure toujours Benoît et les investisseurs, ils ont toujours besoin effectivement qu'il y ait cette partie de gouvernance. Ça, c'est un truc que j'ai appris en arrivant sur ce poste. Il faut toujours que la gouvernance, que les sujets climatiques soient bien alignés avec la gouvernance et donc avec la rémunération du top management. Bon, et on a quatre leviers pour améliorer notre performance, pour baisser nos émissions. D'abord la baisse du torchage. Ensuite le contrôle des émissions de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre avec un effet réchauffant très très fort, puisque si on prend son effet sur 20 ans, sur 100 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2100, il est entre 25 et 28 fois plus impactant que le CO2, et lorsqu'on regarde sur 20 ans, c'est 85 fois. Donc le méthane est un gaz à effet de serre particulièrement impactant. Donc on regarde de très près nos émissions de méthane. Ensuite, on a bien sûr des sujets d'efficacité énergétique, mais qu'on connaît, qu'on gère depuis déjà un moment. Et on cherche à électrifier nos procédés. Parce que la transition énergétique, ça va consister quand même, elle va se faire en 2 étapes. Il faut électrifier au maximum tout ce qu'on en fait. Et ensuite, il faut verdir l'électricité. Il y a des gens qui ne voient que la première étape. La voiture électrique, c'est génial. La voiture électrique, si elle est sur base charbon derrière, si l'électricité est sur base charbon, ça n'a pas grand intérêt. Mais il faut quand même travailler en 2 étapes. Donc il faut électrifier nos procédés. Et donc on essaie de le faire comme industriel. Donc ça, c'est sur la partie associée à nos installations. Ensuite, on a une ambition pour l'intensité carbone de nos produits. Donc ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que l'intensité carbone de nos produits, c'est des produits que l'on vend, et c'est d'une certaine manière la moyenne pondérée de l'intensité carbone de chaque produit pondérée par les ventes. Donc c'est un calcul assez simple, et on cherche à diminuer cette intensité carbone. On s'est fixé une ambition qui est de baisser cette intensité de 15% entre 2015 et 2030. Et d'ici 2040, de baisser cette intensité entre moins 25 et moins 35%
par rapport au point de départ en 2015. Bon, tout cela est quand même tributaire de deux choses, des révolutions technologiques qui auront lieu d'ici là, et surtout des politiques publiques, du prix du carbone, de la volonté des politiques publiques sont très importantes sur ce chemin-là. Notre ambition est d'ici 2040 d'avoir de l'ordre de 50% de gaz, 30% d'huile et 20% de renouvelables. Donc si je résume un peu ce graphique, vous voyez que Total n'est plus et ne sera plus, je dirais, une entreprise oil and gas. On se présente comme un énergéticien, on est un vrai énergéticien. Ce qui n'est pas du tout évident dans notre secteur, hein, parce qu'on a pas mal de compagnies qui veulent rester des pure players oil and gas. Les Européens cherchent à diversifier leur mix et sont vraiment des énergéticiens. Les Américains ont plutôt tendance à dire s'il faut diversifier, demandez à nos actionnaires de le faire. Non, nous on le fait nous-mêmes. C'est une approche financière un peu différente. Et donc, si on était quelque chose autre qu'un énergéticien, on serait plutôt un gazier pétrolier renouvelable. C'est un peu l'ordre des énergies à venir pour Total. Et c'est l'ordre de l'énergie, je dirais, de notre mix énergétique en 2030 et en 2040. Et puis pour cheminer sur cette évolution de notre mix, on s'est fixé 5 axes, 5 leviers stratégiques qui résument un peu l'ensemble de nos actions dans la lutte contre le réchauffement climatique. La première, donc j'en ai déjà parlé, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique de nos installations, c'est-à-dire consommer moins d'énergie. La deuxième, c'est de croître dans le gaz naturel, sur la chaîne du gaz naturel. La troisième, c'est de développer un business profitable d'électricité bas carbone. Ces trois axes ne suffisent pas. Non, pardon. Et le quatrième, c'est de promouvoir les biocarburants durables, ce qui consiste en fait à décarboner notre mix d'hydrocarbures avec des biocarburants, de l'hydrogène, du biogaz, et l'ensemble de ces actions ne sont pas suffisantes, c'est ce qu'on voit un peu dans les scénarios de l'AIE, pour atteindre, pour suivre le scénario 2 degrés de l'AIE, il nous faudra investir dans des puits naturels de carbone. Donc on a deux types d'investissements. D'abord ce qu'on appelle le CCUS, le Carbon Capture, Utilization and Storage, qui consiste à capter le CO2 dans des installations industrielles et à le réinjecter dans des couches géologiques, un peu de la même manière de ce qui a été fait pour extraire les hydrocarbures de ces couches géologiques. Et puis investir dans les forêts et les puits naturels de carbone, qui représentent un deuxième axe. Alors je vais passer un peu en revue justement ces 5 leviers qui sont stratégiques pour nous et qu'on a définis là depuis septembre 2018 et qu'on essaye de développer de manière assez systématique. Donc la première chose, baisser les émissions sur nos installations, j'en ai déjà un peu parlé. On améliore notre efficacité énergétique d'à peu près 1% par an. On l'a amélioré de plus de 10% depuis 2010. On a un objectif d'arrêter le torchage, ce qu'on appelle le torchage de routine d'ici 2030. On avait déjà baissé de 80% de nos activités de torchage. On a des investissements dans l'aval très significatifs pour améliorer l'efficacité énergétique. On a investi 300 millions de dollars dans les 5 ans qui viennent dans nos raffineries et nos usines pétrochimiques pour économiser de l'énergie. Et on utilise en interne, pour tous les projets qui sont sanctionnés, qui sont décidés par le comité exécutif, on utilise un prix du carbone, de 30 ou 40 dollars, ça dépend des scénarios.
Et Total, très tôt, en externe, alors ça c'est en interne, mais en externe, on a soutenu dès 2014 un prix du carbone, et une taxe carbone. Ce qui était assez bullish, je dirais, pour un industriel, parce que c'était une des premières fois qu'un industriel faisait l'advocacy d'une taxe sur ses produits. La plupart du temps, un industriel ne souhaite pas qu'on taxe ses produits. Nous soutenons pas mal d'initiatives pour qu'on instaure une taxe carbone. Le deuxième axe stratégique, c'est de croître dans le gaz naturel. Alors le gaz naturel, pour la génération d'électricité, c'est 2 fois moins de CO2 que le charbon. La plupart du temps, le gaz naturel remplace le charbon. Et donc, l'impact du gaz naturel sur les émissions de CO2 est très significatif. C'est un des moyens très rapides et très flexibles de baisser les émissions de CO2 sur la planète, c'est de remplacer du charbon par du gaz naturel. Donc on est deuxième intervenant mondial sur le GNL, on a 10% de part de marché, et on cherche à se développer sur l'ensemble de la chaîne, mais surtout sur le bout de la chaîne, c'est-à-dire sur l'usage du GNL, parce que le gaz est abondant, mais ce qu'il faut développer, c'est pas la production, mais plutôt les usages, tirer la demande en développement de nouveaux usages. Donc on cherche à développer du GNL pour le transport maritime, du GNL pour les camions, des usines de regazéification pour des pays en voie de développement qui n'ont pas accès au marché du GNL. Enfin, plein de choses de ce type-là. Et bien sûr, pour que le gaz soit un hydrocarbure acceptable, il faut que les émissions de méthane soient les plus faibles possibles. On a un objectif de réduction de nos émissions de méthane qui sont actuellement de moins de 0,25% des émissions. Cette slide n'est pas tout à fait à jour. Maintenant, on est en dessous de 0,25 et notre objectif, c'est de descendre en dessous de 0,20 d'ici 2025. Pardon. Le troisième axe, c'est de développer un business bas carbone, d'électricité bas carbone. Ça, c'est assez nouveau pour un pétrolier. On investit entre 1,5 et 2 milliards de dollars par an dans l'électricité bas carbone, sur des investissements d'à peu près 15 milliards au niveau du groupe. Donc on met à peu près 10% de nos CAPEX dans ce business. C'est énorme par rapport à nos concurrents. Alors pour certains, c'est insuffisant, mais par rapport à nos concurrents, c'est très important. Et moi, je pense que à titre personnel, je pense que c'est un effort qui est tout à fait, qui est à la fois très proactif et très très fort par rapport à la concurrence. Et en même temps, on ne va pas investir de manière inconsidérée des pourcentages plus élevés de nos CAPEX dans ce secteur dont la rentabilité n'est pas toujours simple. Si on le faisait, on aurait un impact très négatif sur la valorisation de l'entreprise. Donc, on produit. Alors, on s'intègre sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de la production, de la vente d'électricité. Donc vous avez vu que Total Spring, Total vend de l'électricité en France, en Belgique, un peu partout en Europe. On est dans la production, donc on produit 3 gigawatts d'électricité aujourd'hui, on veut monter jusqu'à 10 gigawatts d'ici 5 ans. Dans les batteries, on a acheté une société qui s'appelle Saft, qui développe des batteries. Et dans le marketing, puisqu'on veut on cherche à obtenir 15% de part de marché en France et en Belgique d'ici 2022. Notre quatrième levier, ce sont les biocarburants. Alors les biocarburants, c'est quelque chose qui croît de manière assez forte, de l'ordre de 5% par an. Bien sûr, pas que grâce aux industriels, grâce aux politiques publiques, puisque c'est les politiques publiques qui poussent à intégrer des biocarburants dans les carburants. On est leader dans ce domaine avec
2,4 millions de tonnes vendues tous les ans en Europe. On est rentré sur un marché au Brésil de biocarburants. On souhaite démarrer une installation de biocarburants à la MED cette année. Et on a quelques positions biogaz en France, en Hollande et aux US. Le 5e levier, ce sont les émissions, je dirais, négatives de carbone, c'est-à-dire réintégrer du carbone soit dans le sol, soit dans les forêts. Et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans les scénarios de l'AIE. Ce qui est nouveau, c'est qu'on vient de lancer cette année une business unit sur qu'on appelle Nature-Based Solution. Je ne sais pas quelle traduction française on va lui donner, mais qui consiste à développer des solutions naturelles de captage du carbone, soit par des forêts, soit par des mangroves, soit par l'entretien de zones humides. Et cette business unit aura un budget de 100 millions de dollars à partir de 2020. C'est quand même un très gros investissement. Et donc on investit dans les forêts. Et puis on investit dans ce qu'on appelle le CCUS, donc la réinjection de carbone dans des couches géologiques. On met jusqu'à 10% de notre R&D dans ces programmes. On a fait un pilote à Lac. On a été très précurseurs dans ce domaine. On a beaucoup investi depuis longtemps. Alors la difficulté de ce sujet-là, c'est qu'il faut un prix du carbone élevé. Il faut que les politiques publiques soient là, que les gens soient prêts à mettre un prix du carbone. Parce que sinon, ça ne rapporte absolument rien d'injecter du carbone par 2000 ou 3000 mètres de fond du CO2 s'il n'y a pas un incentive. Donc on est un peu tributaire des politiques publiques dans ce domaine. On a un projet en Norvège et on a un projet en Angleterre. Donc voilà pour les 5 grands actes stratégiques du groupe. Et donc je vais conclure en regardant un peu ce qui à mon avis est nécessaire pour que le défi climatique soit une réussite. Pour moi, il y a un triptyque entre les autorités, la puissance publique, les consommateurs et les compagnies. Et chacun doit jouer son rôle. Nous, on cherche à être présents vis-à-vis des autorités en faisant un maximum de partenariats entre le public et le privé. En tant qu'industriel, on réduit les émissions sur nos installations et puis on cherche à être force de proposition en proposant des nouvelles technologies, en proposant des nouveaux produits bas carbone. Et on propose aussi à nos consommateurs de baisser leurs émissions. Mais il y a clairement un rôle des puissances publiques et des consommateurs dans la transition énergétique. Et je dirais qu'on n'est pas totalement maître du rythme de la transition. On ne peut pas imposer notre rythme. Bon, je ne veux pas parler de mes concurrents, mais si vous vous souvenez de British Petroleum en 2000, qui sortait Beyond Petroleum, c'était il y a 19 ans. Donc, qui a cherché à imposer un rythme extrêmement rapide vers une transition post-pétroléum. On a bien vu que la société n'a pas suivi. Donc je pense que les industriels sont une force de proposition, mais on est un peu tributaire du rythme à laquelle les consommateurs et les politiques publiques s'adaptent aux défis du changement climatique. Alors comment on réagit à ça ? On cherche à maximiser nos interactions avec les parties prenantes externes. Pour répondre à Benoît tout à l'heure, on suit de manière assez scrupuleuse les recommandations de la TCFD dans notre reporting. On sort un rapport climat tous les ans où on décrit la manière dont on intègre le climat à notre stratégie, toutes nos actions dans la lutte contre le réchauffement climatique. On est membre fondateur du Climate Leadership Council aux États-Unis, qui est une initiative qui soutient un dividende carbone
qui aurait évité les gilets jaunes si on s'en était un peu inspiré en France. Donc le principe, moi je trouve que c'est une initiative qui m'a pas mal marqué quand je suis arrivé dans ce poste, parce qu'elle consiste à au lieu de mettre une taxe carbone qui est complètement réintégrée dans le budget de l'État, on ne sait pas trop où vont les fonds, et puis tout le monde se sent lésé. Et là c'est une initiative américaine, républicaine d'ailleurs, de redistribution de l'ensemble de la taxe carbone à la population américaine. Donc c'est un mécanisme redistributif, puisque on taxe tout le monde et on redistribue au prorata le produit de la taxe. Et comme les riches sont censés émettre plus de CO2 et consommer plus que les pauvres, ça redistribue de manière assez intelligente le produit de la taxe carbone. Et c'est une initiative aussi qui est indépendant, enfin c'est un mécanisme indépendant de l'État où c'est un organisme indépendant qui gère la taxe, qui la redistribue à tout le monde et qui rétribue l'État, je dirais, pour le manque à gagner associé à une nouvelle taxe. Voilà, donc si vous avez du temps, allez voir la proposition du Climate Leadership Council, elle est super bien faite, elle est décrite en détail sur Internet et elle a été soutenue par 25 prix Nobel, 4 anciens présidents de la Banque fédérale américaine. Elle fait pas mal de bruit aux États-Unis. Je dirais elle est soutenue par les républicains, mais elle est discutée entre les républicains et les démocrates. Donc elle peut devenir assez facilement bipartisane. Ensuite, c'est ma dernière slide. Et ensuite, on a créé ce qu'on appelle l'OGCI, c'est-à-dire l'Oil and Gas Climate Initiative, c'est-à-dire un regroupement de 13 pétroliers et gaziers internationaux, des majors européens, des majors américains, des sociétés nationales pétrolières d'Arabie Saoudite, de Chine, du Mexique. L'ensemble de ces sociétés représente plus de 30% de la production mondiale, et on a investi plus d'1 milliard de dollars dans des solutions bas carbone, enfin des solutions pour développer de la technologie bas carbone, et on cherche à proposer des initiatives pour que l'ensemble de la profession s'améliore sur les sujets, sur les émissions. Et donc on a pris des engagements récemment, par exemple sur le méthane, sur des objectifs de réduction de méthane. On fait aussi partie d'alliances sur le plastique, même si c'est pas un sujet directement climatique, c'est un sujet très important pour nous, bien sûr, comme vous le savez bien. Bon, voilà, je suis prêt à prendre toutes les questions que vous avez.